va commencer tranquillement cette dernière session de cet excellent congrès de la SFAR. Donc merci à tout le monde d'être venu, et vous êtes venus nombreux pour cette dernière session du samedi après-midi. Donc merci à vous. Et puis je vois que il y a beaucoup de jeunes collègues. Écoutez, très bien. On va commencer cette session donc sur le retour de la SWAN, point d'interrogation. Alors je suis à peu près sûr que si on regarde dans les archives du congrès il y a 5 ans, il devait y avoir un topo un samedi après-midi qui s'appelait la SWAN Gans, quand est-ce qu'on arrête la SWAN Gans, point d'interrogation. Donc ça fait partie de ces débats, on va dire, avec un mouvement de balancier, mais voilà. Est-ce que nous sommes effectivement sur le retour de la SWAN Gans? Eh bien, j'espère que nos deux excellents collègues vont pouvoir nous apporter des réponses. Et on va commencer par Karim Lacal, qui vient du CHU de Nantes et qui va nous dire qu'effectivement, la SWAN Gans est sur le retour. Karim. Messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs, je suis ravi de venir défendre le cathéter de SWAN Gans. Voilà. Donc je suis pour le retour du cathéter de SWAN Gans. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec le sujet. Et je vous demande pardon. Juste un instant. Bon. Le cathéter de SWAN Gans. Cathéter de SWAN Gans. Bon, non, excusez-moi, ça date de la même époque. Cathéter de SWAN Gans, c'est ça. Ça permet un monitorage invasif. Invasif, je ne doute pas que le professeur Gaïa appuiera bien là-dessus pour dire que c'est invasif, agressif, un tuyau dans l'artère pulmonaire en ayant traversé les cavités cardiaques. C'est aussi un monitorage. Donc être pour le cathéter de SWAN Gans, c'est être pour le monitorage en anesthésie-réanimation. Faut-il être pour le monitorage en anesthésie-réa? En fait, quand on va se dégourdir les jambes, on monitore. On monitore la cadence, la vitesse, l'allure, l'altitude, la température, que sais-je. Même quand on marche au boulot, à la maison, au supermarché, on monitore. Quand on se lève le matin et qu'on monte sur son pèse-personne, on monitore plein de choses, la masse grasse, la masse musculaire, le poids, l'évolution, la tendance, que sais-je. Quand on dort, on monitore la qualité de notre sommeil. Et vous voudriez m'expliquer que chez le patient en état critique, au bloc opératoire ou en réa, il ne faudrait pas monitorer? Allez, soyons sérieux. Donc je suis pour le monitorage en anesthésie-réanimation. Est-ce qu'il faut être pour le monitorage invasif en anesthésie-réanimation, sachant qu'il existe toutes sortes de dispositifs beaucoup moins invasifs et qui affichent certains des paramètres affichés par le cathéter de SWAN Gans? Alors, chez le patient en état critique, au bloc ou en réa, peu importe, si je faisais un sondage qui est pour le monitorage le moins invasif possible, il y aurait un plébiscite pour dire que oui, il ne faut pas être trop invasif. Mais si j'ajoutais à la question, et si le monitorage peu ou pas invasif n'est pas fiable, pas sûr qu'il y aurait le même plébiscite. Donc ce débat, finalement, il s'articule autour de ce point central. Être pour ou contre le retour du cathéter de SWAN Gans, c'est finalement essayer d'établir si les alternatives, moins invasives, sont fiables ou pas. Puis le débat peut aussi s'appuyer sur 2 autres points. Est-ce qu'il y a un impact positif sur le devenir quand on utilise le cathéter de SWAN Gans? Puis ce caractère invasif est-il vraiment problématique au final? On va commencer par la fiabilité des alternatives moins invasives. Pour les plus jeunes, et je vois que vous êtes nombreux, qu'est-ce qu'on monitore avec le cathéter de SWAN Gans? On monitore d'abord des pressions. C'est un long cathéter avec plein de canaux qui permet de mesurer des pressions. Donc on monte le cathéter à travers la veine cave supérieure, dans l'oreillette droite, le ventricule droit, l'infundibulum, l'artère pulmonaire. On a donc les pressions dans toutes ces structures. Si on gonfle un ballonnet, il va occlure l'artère pulmonaire et on va pouvoir bénéficier d'une colonne de sang ininterrompue entre l'artère pulmonaire et le capillaire, la veine pulmonaire, l'oreillette gauche, le ventricule gauche.
Donc on peut mesurer des pressions à gauche, dans le cœur gauche. Pression télédiastolique du ventricule gauche, ou en tout cas son approximation qu'on va appeler la PAPO, pression artérielle pulmonaire d'occlusion. Donc on mesure des pressions à droite, des pressions à gauche. On mesure d'autres choses, hein, les paramètres de fonction du ventricule droit, le volume télédiastolique du ventricule droit. Comme on a aussi le volume télésystolique, on peut calculer une FEVD, fraction d'éjection du ventricule droit. Comme on a des pressions, comme on a la pression artérielle moyenne ou pulmonaire, systémique ou pulmonaire, on peut calculer des résistances vasculaires, systémiques ou pulmonaires, pour savoir le degré de vasoconstriction, de vasoplégie de notre patient. Puis on a tout le champ des paramètres d'oxygénation tissulaire. Alors ça, c'est passionnant. Les deux stars sont la SVO2 qui permet de juger de l'adéquation du débit cardiaque avec les besoins globaux de l'organisme, puis d'autres choses, hein, le CO2 gap, le gradient artériel de PCO2. C'est permis par le prélèvement d'un gaz du sang au niveau du canal distal, du port distal du cathéter de Swan-Ganz, donc qui est le plus distal possible. Donc c'est le sang le plus pauvre en oxygène de l'organisme. Ça permet toutes sortes de calculs passionnants. Puis comme le cathéter est équipé d'un oxymètre à son extrémité, on peut avoir la SVO2 en continu, quasiment battement par battement. Ça mesure aussi le débit cardiaque. Débit cardiaque de deux façons. Les deux façons reposent sur le principe de thermodilution. Une mesure intermittente par bolus froid et une mesure quasi continue où là on réchauffe le sang. La mesure intermittente, on injecte un bolus de sérum froid dans l'oreillette et au niveau distal, une thermistance va enregistrer la variation de température du sang en fonction du temps. Et cette courbe permettra d'en déduire de façon fiable le débit cardiaque. La mesure continue, en fait c'est quasi continu, c'est un algorithme un petit peu pseudo-randomisé, comme dit le fabricant. En fait, il y a un filament thermique qui réchauffe les globules rouges, et pareil, la variation de température est captée à l'extrémité et permet d'en déduire de façon quasi continue, c'est-à-dire qu'on a le débit cardiaque moyen sur les 3, 4, 5 minutes précédentes, mais de façon fiable. Bon. En réa, au bloc, salle de réveil, dès qu'il y a des signes d'insuffisance circulatoire, un de nos premiers réflexes, c'est d'envisager un remplissage vasculaire, sauf si vraiment c'est un choc cardiogénique, que le patient est en OAP. Voilà, la case, le témoin, est-ce qu'il faut le remplir, s'allume. Donc on va essayer de mettre la Swan au travail dans le cadre de la gestion du remplissage vasculaire, puisqu'on sait qu'un remplissage vasculaire indu peut être délétère. Et on va évaluer les alternatives au cathéter de Swan-Ganz dans la gestion du remplissage vasculaire. Vous savez qu'il y a deux approches pour la gestion du remplissage vasculaire. L'approche un petit peu voyante, la prédiction de la réponse au remplissage, et puis l'épreuve de remplissage. On remplit, on voit ce qui se passe. Donc quand on prédit, on essaye de deviner à l'avance comment se comporterait le patient si on lui passait une poche de soluté de remplissage. Comment il se comporterait? Est-ce qu'il répondrait ou pas? Est-ce qu'il répondrait en termes d'augmentation de débit cardiaque? Et puis pour l'épreuve de remplissage, on remplit et on essaye de voir si le débit cardiaque a augmenté. On arrête de remplir quand le débit cardiaque n'augmente plus. Tout ça repose sur cette fameuse courbe de Frank et Starling que vous connaissez, qui lie la précharge au volume d'éjection systolique. Une augmentation de précharge induite par un remplissage vasculaire va s'accompagner d'une augmentation du volume d'éjection systolique si le patient est précharge dépendant, c'est-à-dire si son ventricule évolue sur sa portion ascendante de la courbe précharge VES. À l'inverse, une même augmentation de précharge ne va pas s'accompagner d'augmentation de volume d'éjection systolique si le patient est précharge indépendant. Donc quand on remplit, en fait, on prend le pari que le ventricule, et même les deux ventricules, évoluent sur cette portion ascendante de courbe de précharge dépendance. La précharge, en fait, c'est le degré d'étirement des filaments actine, myosine du cardiomyocyte.
qui n'est pas facile à mesurer hein, au chevet du patient, est-ce que finalement les pressions intracardiaques pourraient se substituer à cette mesure de précharge? Ben, on les a, hein, les pressions intracardiaques, on a la POD et puis la PTD-VG, pression télédiastolique du ventricule gauche, qui est approchée par la PAPO, grâce au cathéter de Swan-Ganz. Hélas, j'ai douché tout de suite l'éventuel espoir qu'on avait dans les années 80, puisque PAPO, PVC était vraiment le socle de la gestion du remplissage vasculaire. C'est plus du tout le cas, puisque une PAPO donnée ne permet pas de savoir si le patient va répondre R ou ne va pas répondre NR à un remplissage vasculaire. Donc une valeur de base de PAPO, finalement, n'est absolument pas discriminante entre ceux qui vont répondre et ne pas répondre au remplissage vasculaire. Donc la conclusion des auteurs, c'était que POD et PAPO ne sont pas de bons indices pour prédire la réponse au remplissage vasculaire. Attention quand même, en médecine, il y a la zone grise, mais il y a toujours les extrêmes. Et donc, une valeur de POD ou de PAPO très basse s'accompagne d'une probabilité importante que le patient réponde au remplissage, donc peut nous encourager, s'il y a des signes d'insuffisance circulatoire, si le patient a besoin d'être rempli, à le remplir. Et à l'inverse, si la PAPO et la PVC ou la POD sont très hautes, ça va nous décourager de remplir le patient. Si la PAPO est élevée, c'est déjà un reflet d'une pression hydrostatique élevée. Donc là, on expose le patient à l'OAP. Donc la PAPO peut être un signal d'alarme ou d'alerte du risque d'OAP ou d'OAP constitué. Donc il y a un intérêt des valeurs extrêmes comme plein de paramètres en médecine, une fois qu'on a accepté la notion de zone grise intermédiaire. Alors, quelles sont les alternatives au cathéter de Swan-Ganz qui, je l'ai dit, pour PVC, PAPO, est pas top pour prédire la réponse au remplissage? L'examen clinique. Bon, si le patient arrive complètement déshydraté parce qu'il n'a pas arrêté ses diurétiques malgré une gastro-entérite carabinée depuis plusieurs jours, celui-là, il va répondre au remplissage et on n'a pas besoin d'un monitorage très très avancé pour l'affirmer. Pareil, s'il se vide de son sang, il faut le transfuser, le remplir et il va répondre. La question n'est pas là. La question se pose pour les patients qu'on a déjà pas mal remplis, qui présentent encore des signes d'insuffisance circulatoire et dont on ne sait pas si on fait bien ou mal de continuer le remplissage. Vous voyez, ces patients pleins d'œdème mais qui continuent à répondre au remplissage vasculaire. Là, l'examen clinique, il est pauvre et il est peu prédictif. Vous le savez, les indices dynamiques ont un petit peu tout emporté sur leur passage au niveau prédiction de la réponse au remplissage. Là, on est début des années 2000, donc ça coïncidait un peu avec le déclin de la Swan, indice dynamique, et puis l'échocardiographie, qui ont un petit peu sonné le glas du cathéter de Swan-Ganz en plein de services. Les indices dynamiques, surtout basés sur les interactions cœur-poumon, et en tête de gondole, le delta PP. Le delta PP, on est en l'an 2000, une R sous la courbe ROC à 0,98 pour la prédiction de la réponse au remplissage, c'est-à-dire proche de 1, proche de l'outil diagnostique idéal. On arrive juste avec un cathéter artériel, en étudiant les variations respiratoires de la pression pulsée, à déterminer si le patient répondrait ou pas, avec une quasi-certitude, au remplissage vasculaire. Il y a plein d'autres études qui ont montré des performances tout aussi excellentes avec une R sur la courbe combinée dans cette méta-analyse de 0,94. Sauf que le volume courant était de 8 à 10 ml/kg, parfois plus, dans toutes ces études. Et vous savez qu'une des révolutions en réanimation, chez le patient en SDRA, on a baissé, début des années 2000, les volumes courants. Chez les patients qui n'étaient pas en SDRA, on a également baissé les volumes courants en réanimation. Au bloc opératoire, on a baissé de façon drastique les volumes courants. Et donc, qu'en est-il de la performance du delta PP chez nos malades actuellement, avec des volumes courants bien moindres que 8 ml/kg, même quand on n'a pas d'atteinte pulmonaire? Elle est bien moindre, vous l'imaginez, avec une performance. Une R sous la courbe, ça a été montré dès 2005, qui va être loin des 0,98 annoncés sur la publication Princeps et dans les quelques publications associées. Donc une des limites principales du delta PP, c'est l'amplitude du volume courant, puisque ça marche quand on utilise des volumes courants qu'on n'utilise plus actuellement. Ça ne marche pas
dans le SDRA, c'est ennuyeux parce que le SDRA, c'est quand même une des circonstances où on a envie d'outils qui vont nous aider à guider le remplissage vasculaire. Et puis, une des autres révolutions, notamment en réanimation, c'est qu'on sédate de moins en moins et de moins en moins profondément, de moins en moins longtemps les patients. Donc, on autorise une ventilation artificielle, on autorise des efforts inspiratoires qui invalident le delta-pp parce qu'on ne sait plus si les variations sont liées à l'insufflation ou à l'effort inspiratoire. Donc le delta-pp, ça ne marche pas chez nos patients qu'on sédate le moins en moins. Puis ça ne marche pas en cas d'arythmie, et puis l'arythmie, c'est quand même fréquent, surtout chez les patients en état critique, et c'est chez ceux-là que se pose la question d'un monitorage avancé. Donc le delta-pp, finalement, il a une performance incertaine, voire insuffisante. L'écho. L'écho, je vous ai dit qu'avec le delta-pp, les indices dynamiques, ça a bien entamé le crédit de la Swan aux yeux de beaucoup. Je lui ai fait une écho, le patient est plein. Je lui ai fait une écho, il est vide. Vous l'avez déjà entendu, prononcé. Bon, est-ce qu'on a raison de parler comme ça? Les indices statiques, échographiques. Ouais, parce que j'ai mesuré le E sur A, il était bas, donc le patient va répondre au remplissage, et puis je l'ai rempli d'ailleurs. Bon, je n'ai pas regardé ce qui se passait derrière. Bon, bah, les indices statiques, pareil, hein, que les indices statiques, quand on met un tuyau directement dans le cœur, c'est comme pour la PVC, la PAPO, il faut accepter qu'il y a un gros chevauchement entre le E sur A de base et qu'on va mesurer chez les répondeurs et chez les non-répondeurs. Donc une valeur de E sur A donnée n'est absolument pas discriminatoire. Il en va de même pour le E sur E', il en va de même pour les dimensions, hein, tout ce qui est morphométrie mesurée en échographie. Un caractère qui n'est pas prédictif. Là aussi, on va accepter la notion de zone grise, donc les valeurs extrêmes ont un intérêt, hein, comme d'habitude. OK, en écho, il y a aussi des indices dynamiques. Et donc là, un papier où vous verrez que certains des auteurs font partie du gratin français de l'échocardiographie, donc il doit faire bien. Quelle était la performance de tous ces indices qui avaient déjà été préalablement validés dans des petites études monocentriques de quelques dizaines de patients. Là, il y a 540 patients, et on voit que le delta-pp, c'est pas terrible, et puis que les variations de veine cave supérieure en ETO, hein, donc on pourrait aussi discuter du caractère moins invasif qu'un cathéter de Swan-Ganz, l'air sous la courbe ROC était loin d'être parfaite, 0,75. Les variations respiratoires de la veine cave inférieure, 0,63. Encore une fois, hein, c'est des spécialistes français, européens, mondiaux de l'échocardiographie. C'est pas moi. Donc, j'ai envie de dire que la performance des indices prédictifs échographiques n'est pas suffisante à mes yeux. Donc, prédire, c'est compliqué. Swan ou pas Swan, c'est compliqué. Donc, on n'a pas vraiment d'alternative pour prédire. À ce moment-là, autant faire une épreuve de remplissage. On remplit, on voit ce qui se passe de façon prudente. On arrête s'il y a des limites de sécurité qui peuvent être la PAPO, hein, par exemple, ou la POD. Et puis surtout, on arrête si le patient n'augmente pas son débit cardiaque. S'il est non répondeur, on arrête parce qu'on fait fausse route. Il faut pour ça une mesure fiable de débit cardiaque. On est là vraiment dans le cadre des recos de la SFAR, de la gestion périopératoire du remplissage vasculaire, avec, vous savez, hein, ce premier bolus, plutôt que de faire une poche de 500, on fait plutôt 200 plus ou moins 50, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe au niveau du débit cardiaque ou du volume d'éjection systolique. Soit le patient a augmenté son débit cardiaque, il est répondeur, on continue, jusqu'à ce qu'il ne soit plus répondeur. S'il n'est pas répondeur d'emblée, on cherche autre chose pour résoudre les signes d'insuffisance circulatoire. Il faut donc une mesure robuste du débit cardiaque, ou au moins une mesure robuste des variations de débit cardiaque. L'examen clinique, est-ce que c'est un bon indicateur du débit cardiaque? Quand on demande à des cliniciens d'étudier 19 signes cliniques chez 783 patients et qu'on demande juste est-ce que le patient a, selon vous, un index cardiaque bas, inférieur au seuil de 2,2 litres par minute par mètre carré, ou plus élevé? Donc est-ce que l'index cardiaque est critique, bas ou pas? Et on voit qu'il y a des signes, hein, comme le temps de recoloration cutanée, les marbrures, etc., qui peuvent être très spécifiques, mais très peu sensibles, ou à l'inverse, d'autres vont être
très sensibles mais peu spécifiques. Globalement, la performance est décevante. Et la conclusion des auteurs, alors que je pensais qu'ils allaient dire il faut plutôt privilégier ce signe spécifique pour écarter celui-là pour retenir le diagnostic de débit cardiaque bas. Non, la conclusion des auteurs, c'était que la performance de l'examen clinique était insuffisante. Donc il faut d'autres outils. D'autres outils, il y en a plein. Je vous ai parlé de la thermodilution, mais il y a aussi le Doppler, la bioimpédance, la bioréactance, la réinhalation partielle du CO2, l'analyse du contour de l'onde de pouls, calibrée ou pas, la photoplétismographie, la vélocité de l'onde de pouls. Bon, je vais juste vous demander de regarder la ligne accuracy, précision. C'est important, hein. Si on mesure le débit cardiaque, il faut le mesurer de façon précise. Et on voit que la thermodilution, en blanc, est largement au-dessus de la moyenne en termes de performance. Alors que le Doppler, bof, en dessous, juste à la moyenne, et tous les autres dispositifs, gadgets, sont largement en dessous de la moyenne en termes de fiabilité de la mesure. Le cathéter de Swan-Ganz, de toute façon, c'est le gold standard pour la mesure de débit cardiaque. Il a été souvent imité, jamais égalé. Alors j'ai dit thermodilution, il y a aussi la thermodilution transpulmonaire. Vous savez, les dispositifs PICO, VolumeView V1000, c'est de la thermodilution transpulmonaire qui est fiable, il y a quelques limites, mais qui est globalement fiable. Mais quand on injecte un bolus froid, le PICO, si on regarde les variations, l'analyse de contour de l'onde de pouls, donc débit cardiaque continu qui s'affiche à chaque changement significatif du tonus vasomoteur, ce qui arrive chez les patients en état critique, au bloc, pour diverses raisons, il faut recalibrer à chaque fois. Donc on ne peut pas à proprement parler qualifier cette technique de monitorage continu, alors que le cathéter de Swan-Ganz, avec le filament thermique, permet une mesure continue du débit cardiaque, continue et fiable, précise. Vous allez me dire, et l'écho? L'écho, ça donne le débit cardiaque. On mesure l'ITV, on mesure le diamètre de la chambre de chasse, etc. Vous savez bien. Méta-analyse assez récente. Comparaison des mesures échocardiographiques aux mesures gold standard du cathéter de Swan-Ganz, et tout est dans le titre. Les techniques ne sont pas interchangeables parce que le biais ou les limites de concordance étaient bien trop larges. L'erreur de mesure, le pourcentage d'erreur était souvent excessif. En plus de l'imprécision de la mesure échographique, il faut de l'expertise, il faut avoir accès au thorax, au bloc opératoire. C'est pas facile d'aller déplacer tout le monde, enlever les champs pour faire une petite ETT. Si on est en ETO, on n'est pas vraiment dans le non-invasif à mes yeux. Et puis, il faut que le patient soit, je ne sais pas si c'est bien français, qu'il soit échogène. Et c'est un monitorage intermittent et non pas continu. Donc, si je résume, pour la gestion du remplissage vasculaire, la prédiction, pas terrible pour la Swan, mais pas terrible non plus à mes yeux pour les alternatives. L'épreuve de remplissage, il faut une mesure fiable du débit cardiaque. Là, le cathéter de Swan-Ganz le permet. Les techniques alternatives, j'en suis pas sûr. Vous me direz, il y a une autre manœuvre, l'épreuve de levée de jambe, qui permet aussi, grâce à un auto-remplissage, un auto-fluid challenge, de prédire ce qui se passerait si on remplissait le patient. Alors, au bloc, c'est un petit peu compliqué. Souvent, pendant une procédure invasive, lever les jambes, ce n'est pas toujours approprié. Il faut une mesure de débit cardiaque, si possible en temps réel ou en tout cas avec une réponse rapide. Mais le cathéter de Swan-Ganz l'autorise, avec thermodilution, bolus froid, une aire sous la courbe honorable pour ça, dans une étude où il y a plein de limites. Vraiment, on n'avait pas mis le cathéter de Swan-Ganz dans les meilleures conditions pour ça. Et je vous ai dit que la SVO2 s'affichait en continu, sauf que le débit cardiaque, c'est un composant de la valeur de SVO2 qui s'affiche. Donc si on lève les jambes et que la SVO2 monte en flèche, de façon immédiate, on sait que le patient répondrait à une épreuve de remplissage. Formulé autrement, le cathéter de Swan-Ganz est utile quand on fait une épreuve de levée de jambes. Donc finalement, on voit que pour la gestion du remplissage vasculaire, le cathéter de Swan-Ganz n'est pas inférieur aux techniques alternatives, et j'ai même envie de dire qu'il est supérieur, notamment quand on adopte l'épreuve de remplissage. Je vais passer vite sur l'évaluation de la fonction ventriculaire droite.
le cathéter de Swan-Ganz affiche la PAP, la POD, la fraction d'éjection du ventricule droit, donc il permet de détecter l'insuffisance ventriculaire droite. Vous me direz, bah oui, l'écho aussi, on voit le ventricule droit se dilater, perdre sa forme triangulaire. Encore une fois, hein, c'est intermittent, il faut de l'expertise, il faut une fenêtre. Les mesures de PAP pour déterminer si le patient est en HTAP ou pas. Le cathéter de Swan-Ganz, c'est super pour ça. Ça mesure la PAP, systolique, diastolique, moyenne, en continu, battement par battement. Ça nous permet de voir si le patient a répondu ou non au traitement, le NO, que sais-je. Puis ça précise aussi le mécanisme de l'HTAP. Hein. Est-ce que c'est pré, est-ce que c'est post-capillaire? Vous savez que l'écho mesure aussi la PAP. Hein. La PAPS, par exemple, au niveau d'une fuite au niveau de la valve tricuspide. Est-ce que ça la mesure de façon fiable? Petite étude, méta-analyse, avec les auteurs qui ont montré qu'entre la PAPS mesurée avec le cathéter de Swan-Ganz et la PAPS mesurée en échographie, il y avait une corrélation, hein, heureusement, mais que le coefficient de corrélation était loin d'être excellent, 0,7. Et les auteurs disaient que c'était utile, hein, l'échographie, mais très limité, donc il fallait privilégier le cathétérisme droit, le cathéter de Swan-Ganz, pour diagnostiquer et monitorer l'hypertension pulmonaire. Donc on voit tout de suite les domaines d'application du cathéter de Swan-Ganz, quand on parle de débit cardiaque, de SVO2, de fonction VD, d'HTAP, que sais-je. Le choc avec SDRA, les patients qui ont une dysfonction du ventricule droit, qui sont en HTAP, puis la chirurgie cardiaque. La chirurgie cardiaque, parce qu'on manipule des inotropes, des vasopresseurs, du NO, on applique une PEP, on manipule la volémie, on manipule même la fréquence cardiaque juste en tournant un bouton du pacemaker externe, et puis parfois des outils extérieurs comme l'assistance circulatoire. Mais en fait, la question d'un retour du cathéter de Swan-Ganz en chirurgie cardiaque ne se pose pas, parce qu'elle n'est jamais partie, parce que c'est utile. En chirurgie cardiaque, on a même des choses qui sont d'un niveau 9-10 sur l'échelle, avec des superpositions de courbes de pression ventriculaire, avec les courbes de pression artérielle pulmonaire, avec des interprétations possibles. Enfin, c'est un champ trop méconnu à mes yeux, mais qui est passionnant, avec des algorithmes qui permettent, selon justement la forme de la courbe, d'adapter son traitement et d'individualiser la prise en charge grâce au cathéter de Swan-Ganz. Donc, les alternatives moins invasives sont-elles fiables? J'en suis vraiment pas sûr, et plutôt non, vous l'avez compris. Est-ce qu'il y a un impact positif du cathéter de Swan-Ganz? Je vous ai dit que c'était super le cathéter de Swan-Ganz, donc ça doit sauver des vies. C'est ce qu'on va voir. Tout de suite, déception. Je ne vais pas m'étendre sur les études, je suis sûr que le professeur Gaïa appuiera bien là-dessus. Le cathéter de Swan-Ganz, finalement, en réa du moins, n'impacte pas la mortalité, la durée de séjour en réa, la durée de séjour à l'hôpital, le coût de la prise en charge. C'est décevant. Alors, bien sûr, il y a des études positives, des méta-analyses positives, mais soyons réglo, j'ai pris celle de la Cochrane. Pourquoi le cathéter de Swan-Ganz n'est pas toujours associé à une amélioration du devenir? Parce que monitorer est inutile. Vous avez compris que de ce côté-là, je pense qu'il faut monitorer les patients en état critique. Parce que ces bénéfices sont contrebalancés par ces risques. On va en parler dans le troisième point. Parce qu'on ne sait pas bien s'en servir, ou parce que la méthodologie des études n'était pas adéquate. Parce qu'on ne sait pas bien s'en servir. Il y a eu quelques études qui ont évalué les connaissances des cliniciens qui posent des Swan. Hein. On est dans les années 90, qui en posaient plusieurs par mois. Est-ce qu'ils savent vraiment se servir d'un cathéter de Swan-Ganz? Est-ce qu'ils connaissent vraiment les données affichées par le cathéter de Swan-Ganz? Est-ce que, par exemple, sur une courbe de pression artérielle pulmonaire, ils mettent le curseur au bon endroit pour mesurer la vraie PAPO et non pas des ondes qui peuvent fausser la mesure? C'était décevant. Donc des papiers comme ça, il y en a, et qui pointent le niveau de connaissance insuffisant de gens qui utilisent régulièrement le cathéter de Swan-Ganz. Donc, des problèmes au niveau du recueil de la mesure des paramètres affichés par le cathéter de Swan-Ganz, mais aussi des problèmes d'interprétation, d'utilisation de ces mesures.
une fois qu'on a la mesure, qu'est-ce qu'on en fait? Si on ne prend pas les bonnes décisions, il y a peu de chances que le cathéter de Swan-Ganz améliore le devenir du patient. Je prends à dessein une étude multicentrique négative. Négative dans le sens où la mortalité n'était pas améliorée chez les patients qu'on avait randomisés dans le bras. Je mets un cathéter de Swan-Ganz par rapport aux patients qui ne recevaient pas de cathéter de Swan-Ganz. Si on se concentre sur un centre, on peut qualifier d'expert, le Kremlin-Bicêtre en France et les auteurs du papier, on voit qu'il y avait une diminution significative de la mortalité chez les patients qui avaient le cathéter de Swan-Ganz. Donc dans une équipe qui, c'est probablement mieux que les autres, se servir du cathéter de Swan-Ganz. Après ajustement, la différence n'était pas si significative, mais il restait une tendance très forte. Et puis on est dans de l'analyse de sous-groupe au niveau d'un centre, bien sûr. Donc c'est quand même encourageant. Le message, c'est que le cathéter de Swan-Ganz, c'est un outil diagnostique. Il ne suffit pas de mettre un cathéter de Swan-Ganz, d'être randomisé dans le groupe cathéter de Swan-Ganz, comme on est randomisé dans le groupe médicament A versus placebo, pour améliorer le devenir du patient. Ça implique de l'utiliser pour améliorer effectivement le devenir du patient, donc de savoir s'en servir. Et il faut pour ça être formé à l'utilisation du cathéter de Swan-Ganz. Et ça, c'est fondamental. Dans les années 80-90, il y avait une grosse pression, le labo, une mode, tout le monde mettait des cathéters de Swan-Ganz sans être passé par l'étape indispensable préalable de formation à l'interprétation, à la mesure et à l'interprétation des données affichées par le cathéter de Swan-Ganz. Et c'est vrai que pour l'échocardiographie, il y a de vrais gros efforts qui sont faits pour ne pas reproduire ces erreurs. Il y a des DU d'échocardiographie, il y a un compagnonnage qui s'installe, un nombre minimum d'examens à valider, il y a plusieurs niveaux d'expertise avec des compétences à acquérir pour chaque niveau. Donc, les défenseurs de l'échocardiographie en médecine pério-opératoire et en réa sont très attachés à ne pas reproduire les erreurs qui ont été produites avec le cathéter de Swan-Ganz. Donc il y a la précision de l'outil qui est bonne, mais ça implique, si on veut améliorer le devenir du patient, une collection correcte des mesures et une utilisation correcte de ces mesures. Ça pourrait se faire dans le cadre d'un protocole idéalement individualisé, pour garantir, tant que faire se peut, une médecine personnalisée. Puis quand on regarde les protocoles d'optimisation hémodynamique en médecine périopératoire, on voit que les patients qui étaient randomisés dans le groupe protocole meurent moins. Ces patients du groupe protocole ont moins de complications. Et quand on regarde sur quoi s'appuyait le protocole, c'est des protocoles d'optimisation hémodynamique, donc il y avait des paramètres hémodynamiques qui étaient mesurés par des dispositifs plus ou moins invasifs. ODM, c'est du Doppler, et PAFC, c'est le cathéter de Swan-Ganz. Donc dans le sous-groupe des protocoles et qui ont montré un intérêt sur la mortalité, si le protocole était guidé par des paramètres issus du cathéter de Swan-Ganz, il y avait un impact positif sur la mortalité. Peut-être que la méthodologie de toutes ces études n'était pas adéquate. Parce que peut-être qu'il ne faut pas prendre la mortalité, peut-être qu'il faut prendre d'autres critères de jugement, la résolution du choc, les défaillances d'organes, qui mériteraient tout autant notre attention, qui mériteraient qu'on mette un cathéter de Swan-Ganz si on sait que ça permet de réduire le nombre de jours sous catécholamine, par exemple. Et peut-être qu'il y avait un biais de sélection. Je vous rappelle que la plupart de ces études ont lieu dans les années 90, où les gens utilisent massivement le cathéter de Swan-Ganz. Donc, au moment où il fallait randomiser les patients entre lui, il aura un cathéter de Swan-Ganz, lui, il n'aura pas de cathéter de Swan-Ganz, on imagine bien les cliniciens être réticents si un patient était en état critique et qu'il voulait lui mettre le cathéter de Swan-Ganz. Formulé autrement, dans les études qui ont randomisé Swan versus no Swan, les patients qu'on a jugés d'emblée comme pouvant bénéficier d'un cathéter de Swan-Ganz n'ont pas été inclus, puisqu'ils ont eu le cathéter de Swan-Ganz parce qu'on a jugé que ce n'était pas éthique de les randomiser. Et donc, les études ont porté sur les autres patients, un peu intermédiaires, puis on a conclu que chez ces patients intermédiaires, de gravité intermédiaire, il n'y avait probablement pas besoin d'un cathéter de Swan-Ganz. Mais ce qui ne veut pas dire que chez tous les patients qu'on n'a pas randomisés,
il ne fallait pas mettre de cathéter de soins de Ganz. Sauf que le caractère négatif des études a un petit peu emporté la tendance et emporté ces patients-là qui avaient un cathéter de soins de Ganz et n'ont pas été intégrés dans les études. D'une façon générale, est-ce qu'il faut vraiment s'attacher à n'utiliser des dispositifs de monitorage que s'ils ont montré formellement un impact sur la mortalité ou d'autres critères de devenir? C'est exactement le titre de cette revue. Quels sont les types de monitorage qui ont vraiment montré un impact positif? Alors, il y a des monitorages hémodynamiques, mais à dessein, j'ai pris la figure concernant le monitoring respiratoire. Par exemple, l'oxymétrie. On voit, il y a des études positives, des études neutres. Ah bon? Une étude, 2 études, début des années 90, 20 800 patients. Et on a randomisé des patients au bloc. Capteur de SAT, oui, non. Alors, évidemment, le capteur de SAT, il détectait les épisodes hypoxémiques au bloc en salle de réveil beaucoup plus fréquemment que quand on n'avait pas de capteur de SAT. Est-ce que ça change le devenir du patient quelques semaines plus tard? Les complications post-opératoires, neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, infectieuses, NS. La durée de séjour à l'hôpital, NS. La survie, NS. Les fonctions cognitives, NS. Est-ce qu'il faut se priver du capteur de SAT? Évidemment non. Évidemment qu'il faut monitorer au moins la SpO2 chez nos patients au bloc opératoire. Prenons le monitorage neurologique. Capteur de PIC. Une étude parue en 2012. Les patients étaient randomisés. PIC versus no PIC, c'est des traumatismes crâniens graves. Il y avait un protocole qui guidait en plus l'utilisation des données de PIC pour le clinicien. Et les séquelles cognitives fonctionnelles à 3 et 6 mois, NS. La survie à 6 mois, NS. Durée de séjour en réa, NS. Événements indésirables, NS. Est-ce qu'il faut arrêter de monitorer la pression intracrânienne chez le traumatisé crânien grave? Évidemment non. Enfin, les recos laissent une place importante au capteur de PIC chez ces patients-là. Formulé autrement, on peut utiliser un moyen de monitorage même quand il n'a pas fait la preuve de son intérêt. Ou à contrario, il ne faut pas jeter à la poubelle un moyen de monitorage juste parce qu'il n'a pas fait preuve de son intérêt. Dernier point, le caractère invasif est-il vraiment problématique? Je reprends la méta-analyse de la Cochrane. Puisque la mortalité n'était pas impactée par la présence du cathéter, la durée de séjour n'était pas impactée, c'est que finalement, le côté invasif n'est pas tellement problématique. C'est le seul outil de monitorage hémodynamique pour lequel nous disposons d'autant de données rassurantes. Début des années 2000, l'ASA avait analysé des publications, les case reports, toutes les complications possibles du cathéter de soins de Ganz, les avait classées en 3 catégories. Les complications liées à l'accès veineux central, les classiques hématomes, ponction d'artère, embolie gazeuse. Les complications liées au cathétérisme intracardiaque, l'arythmie, arythmie sévère qui était rare, 0,3, 3,8%, des troubles de la conduction. Et puis des complications liées au maintien prolongé, les très rares ruptures d'artère pulmonaire, infarctus pulmonaire, thrombose, infection. Finalement, ces complications étaient rares. On voit qu'en plus, les complications de l'accès veineux central peuvent être un peu moins fréquentes, rendues moins fréquentes par l'utilisation de plus en plus large de l'échographie pour la pose du cathéter de soins de Ganz. Et donc, finalement, la mortalité attribuable au cathéter de soins de Ganz était extrêmement faible, 0,02 à 1,5%. Encore une fois, on propose ce type de monitorage chez les patients très à risque de mourir. Je vais passer vite, mais les recommandations encouragent l'utilisation du cathéter de soins de Ganz chez des patients bien sélectionnés. Pas en routine, régulièrement, et à la ligne. Nous décourageons, nous recommandons le non-usage du cathéter de soins de Ganz en routine chez tous les patients ou les patients qui ont juste un choc, juste un SDRA. Mais chez les patients complexes, chez les patients qui ont une dysfonction du ventricule droit, il y a une place pour le cathéter de soins de Ganz. Je vais juste vous laisser lire
les recos françaises, mais je vais passer vite sur les autres. Alors on oppose souvent cathéter de Swan-Ganz et échocardiographie. Peut-être qu'il ne faut pas les opposer et juste les combiner. L'échocardiographie va servir pour l'évaluation initiale, pour parer au plus pressé, puis au moment où on a besoin d'une surveillance continue, on s'appuie sur le moniteur de Swan-Ganz. S'il y a une alerte de bas débit, il y a un souci, on ressort l'appareil d'écho, on essaye de préciser le mécanisme si le cathéter de Swan-Ganz ne donne pas toutes les réponses, et puis on évalue en continu la réponse au traitement qu'on aura initié. Donc on peut vraiment aisément imaginer le caractère complémentaire de l'échocardiographie et du monitorage invasif. Il ne faut pas forcément les opposer. Et d'ailleurs, dans cet algorithme proposé par Daniel Debacker, tout part de l'échocardiographie, mais il y a de la place pour le monitorage invasif, comme le cathéter artériel pulmonaire. En conclusion, le cathéter de Swan-Ganz reste le gold standard du monitorage hémodynamique. Les techniques alternatives ne sont ni aussi précises, ni aussi complètes. Le cathéter de Swan-Ganz est à réserver aux situations les plus complexes, les plus délicates. Et pour l'utiliser correctement, il faut être correctement formé à son utilisation. Dans les années 80, on utilisait beaucoup le cathéter artériel pulmonaire. Il y a des œuvres d'art qui ont été marquantes. Dans les années 2020, on utilise de plus en plus des gadgets non invasifs qui affichent une mesure erronée. Puis les œuvres d'art sont un petit peu plus discutables. Il est grand temps que le cathéter artériel pulmonaire fasse son retour en anesthésie-réanimation. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette présentation très claire, pour les arguments pour le retour du cathéter de Swan-Ganz en anesthésie-réanimation.